Ventilation mécanique contrôlée, la suite. Composition minimale d'un circuit VMC. Alors le but c'est de déplacer l'air. Donc on va donc forcément avoir un ventilateur qui est ici. Ça s'appelle un caisson de ventilation. On veut acheminer de l'air, donc il faut des gaines. Alors, il y a plein de sortes de gaines. Des gaines rectangulaires, circulaires, plein de choses. Des scotch pour l'étanchéité, de la colle ici. Des diffuseurs, on appelle une unité terminale de diffusion, ou simplement des bouches de soufflage ou de reprise. Des manchons de régulation, ici j'en vois un, etc., etc. Et ça, c'est la bouche de soufflage ou d'extraction. Alors, de quoi se compose un circuit de VMC minimaliste? Il faut une entrée d'air, une bouche d'extraction, ici, et un ventilateur, qui est représenté comme un circulateur ici. Le fluide, on essaie de faire en sorte que ça balaye tout le local, afin que tout l'air soit remplacé. Ensuite, on va s'intéresser à la pression dans ce système. Donc voilà le caisson de ventilation avec le moteur et les roues à aubes, le refoulement de l'air et l'aspiration, caisson en dépression. Donc le caisson en dépression, c'est-à-dire que tout l'intérieur du caisson est relié à l'aspiration. Tout ce qui est la partie ici, où il y a l'aspiration, puis après ça rentre par ici, au niveau du centre, et ça ressort tangentiellement comme une pompe centrifuge. Alors si on évalue la pression dans cette configuration-là, la pression donc en pascal, on va avoir le ventilateur qui va redonner de la pression et les pertes de charge en tuyau qui vont diminuer la pression. Ce qui fait que là, on a une perte de charge au niveau de l'entrée, donc perte de pression, une perte de pression au niveau de l'extraction à cause de la bouche. Si le passage à travers la bouche se fait avec des pertes d'énergie, des pertes d'énergie tout au long du circuit, et le ventilateur qui redonne de la pression, qui redonne de l'énergie. Puis à nouveau, reperte, etc. Et on ressort ici à pression atmosphérique, comme à l'entrée. Alors, la puissance utile du ventilateur, on l'a vu déjà, c'est le débit volumique fois le delta P aux bornes du ventilateur. On change la configuration, on fait du soufflage. On fait du soufflage, donc j'inverse la position ici, le ventilateur, j'inverse le sens du ventilateur, ça souffle comme ceci. On va donc avoir ici la pression plus ici, la pression moins ici, et la pression qui baisse pour se retrouver à pression atmosphérique, là et là. Ce qui nous donne, voilà, j'aurais pu vous le laisser tracer. Voilà, donc on part de la pression atmosphérique, hop, paf, paf, perte de charge, apport de charge du ventilateur, perte de charge, etc. Maintenant, si on modifie le débit, qui est l'influence sur la pression. Pour un petit débit, on aura des petites pertes de charge. Mais pour un gros débit, on aura des plus grosses pertes de charge. En tiret ici, en pointillé, vous avez un débit QV1 et QV2 est supérieur à QV1 et vous avez plus de pertes de charge. Il faudra donc plus d'apport de charge du ventilateur. Il faudra donc que celui-ci tourne plus vite. Et au niveau de la puissance, bien sûr, c'est supérieur. On peut remarquer que comme les pertes de charge sont reliées à QV carré, la puissance varie comme QV puissance cube. QV au cube. Troisième partie, on va s'intéresser aux questions de ventilation et aux courbes caractéristiques. On va revoir si on a déjà vu, mais c'est pas grave. On va reparler de puissance. On va parler de perte de charge. Pression débit, c'est les deux grandeurs qui nous intéressent. On va voir qu'il y a différents types de ventilateurs et on va reparler du point de fonctionnement. Donc voici un ventilateur hélicoïde axial. Voilà. Et puis dans la doc, on trouve les courbes en fonction de la vitesse, 400 volts, 280 volts, 200 volts, etc. Alors aujourd'hui, il y a des choses à vitesse variable, je ne rentrerai pas dans le détail, là, je prends des choses simples. Ils sont utilisés pour les tunnels, pas mal. On a une faible différence de pression, ouais, 100, 200 pascal, et un débit qui peut être assez élevé. La formule utile, la puissance donnée à l'air, c'est du rappel déjà, c'est QV delta P, donc je vais assez vite. Voilà en sortie du ventilateur, ce qu'on a. En entrée, on a la puissance électrique, qui est égale à P UI cos phi,
cos phi le facteur de phase, facteur de puissance, avec phi la phase, déphasage entre l'intensité et la tension, et le rendement entre les deux, P utile égale rendement fois P élec. Donc c'est déjà vu. Application. Voilà, vous avez une puissance utile avec un débit de 2000 m3 par heure pour une tension de 280 volts. Calculez-moi la valeur du rendement associé. Sachant que voilà, vous avez à votre disposition le document constructeur qui est là. On mesure un courant de 1 ampère et on connaît le facteur de puissance qui vaut 0,8. Allez, vous faites pause et je vous laisse résoudre cet exercice. Donc 400 volts, hein, ça va être la courbe qui est ici. 280, ça va être celle-là. Donc c'est celle-là qui va nous intéresser. Et 2000 m3, c'est ici. J'en dis pas plus. Allez, correction. Voilà, donc les courbes sont repérées et là on obtient directement le delta P associé au débit souhaité. 150 pascal, ce qui fait qu'on a directement maintenant le débit, le delta P, et on peut trouver la puissance utile, ou la puissance aérolique. Ne pas oublier de mettre le débit en mètres cubes par seconde. Ensuite, pour la puissance électrique, on connaît V, I et cos phi. On peut donc trouver, avec la formule UI cos phi, la puissance électrique et trouver le rendement de 40%, ce qui est déjà un bon rendement pour un ventilateur. Alors voici un ventilateur centrifuge. On l'a déjà vu dans l'autre cours qu'il y avait des ventilateurs à réaction avec ici la face concave et à action avec ici la face convexe qui va... Pardon, ça c'est la face convexe qui va pousser. Et là c'est la face concave qui va pousser. Ok, ça c'est la partie concave, ça c'est la partie convexe. Alors quand c'est à réaction, il y a peu d'aubes. Quand c'est à réaction, il y a de nombreuses aubes. Convexe, concave, là c'est fouette l'air et ça pousse l'air. Ça donne des courbes un petit peu différentes. Voici ce que j'ai trouvé chez l'un constructeur, avec des courbes assez plates ici, mais après très inclinées. Et ce qui peut être intéressant d'avoir des courbes inclinées ici, c'est d'avoir un débit du coup qui varie très peu, parce que sur une même courbe, ici on est là, et le débit restera au voisinage d'ici. Si on est sur cette courbe-là, le débit restera au voisinage. Alors il faut rester bien sûr dans cette partie ici. Si on vient là, ce n'est pas le cas. Mais là on a des débits faibles, donc ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Le ventilateur centrifuge à action qui pousse l'air, alors que l'autre fouettait l'air. On a une zone assez plate où le débit varie facilement. Là, vous pouvez faire varier facilement votre débit. Donc, si vous avez des modifications de débit à faire, ça peut être intéressant parce que vous allez garder le même delta P ici. Voilà. Donc, par contre, le delta P n'est pas très élevé. Les deux sont utilisés dans les cas de conditionnement d'air. Retour sur les pertes de charge. Donc un fluide qui se déplace dans un réseau perd de l'énergie à cause des frottements sur la conduite, à cause des obstacles, coudes, filtres, rétrécissement. Et tout ça, on l'appelle perte de charge. Dans le cas de l'aérolique, cela aboutit à une baisse de la pression. Et ces pertes augmentent avec le carré de débit. Ceci est une approximation, bien sûr. Vous verrez ça en mécanique des fluides plus précisément. Je vais vite, puisqu'on a déjà parlé de ça. Déjà, la HMT, c'est le ventilateur qui apporte l'énergie au fluide. On parle de HMT, hauteur manométrique totale du ventilateur. Donc les deux, perte de charge et HMT, sont en mètres de colonne d'eau. Et je vous rappelle, pour passer des pascals au mètre de colonne d'eau, il va falloir diviser par ρ fois G. Avec ρ ici, ρ de l'air. Ce qui est important ici, c'est que les pertes de charge sont compensées par la HMT du ventilateur et on aura ceci. Alors vous allez me dire, peut-être qu'on rejette à une altitude différente, mais c'est pas très grave. En aérolique, c'est pas grave du tout parce qu'en fait, en aérolique, on travaille toujours avec les pressions relatives.
Donc ceci compense cela, j'expliquerai pas plus précisément que ça, mais on a simplement HFD égale perte de charge, on n'a pas lieu de tenir compte de l'altitude. Ok? Alors, point de fonctionnement d'un circuit simple. Ici, vous avez des pertes de charge modérées ou supérieures. On trace ces pertes de charge modérées, supérieures, la pente est plus grande. Et si on se place sur une vitesse, la vitesse 230 volts, ici, on est sur la courbe verte ici, et on a le point de fonctionnement ici. Si on augmente les pertes de charge en fermant une vanne par exemple, à ce moment-là, ça se déplace et vous aurez un deuxième point de fonctionnement ici, qui sera différent. Le débit sera plus faible, logique si on ferme une vanne. Et le delta P sera plus grand. Donc le point de fonctionnement est toujours sur la courbe caractéristique du ventilateur et il dépend de la courbe réseau qui elle-même a une pente qui dépend des pertes de charge. Quatre. Composants d'un réseau aérolique. Alors, composants d'un réseau aérolique, il y a plein de choses. Il y a des entrées d'air, il y a des bouches d'extraction. Il y a des organes d'équilibrage. Tiens, on a déjà parlé d'équilibrage. Elles peuvent être réglables, autoréglables ou hydro-réglables. On peut avoir des pièges à son pour éviter que le son se propage. Des raccords, bien sûr. Des clapets coupe-feu pour éviter la propagation du feu. Les entrées d'air se situent généralement sur les montants des fenêtres, comme ici. Et après, l'air doit passer sous la porte. Donc les entrées d'air sont autoréglables en général. C'est-à-dire qu'elles ont une caractéristique. Alors, de toute façon, le débit est ici, en mètres cubes par heure, et la dépression est ici. Souvent, la dépression pour un logement, c'est 20 pascal entre l'intérieur et l'extérieur. Et pour ce logement-là, donc pour la EA22, ici, on est justement à 22 pascal, et pour la EA30, on est justement à 30 pascal. Si jamais la pression varie un petit peu, voilà, la courbe étant assez plate, on va rester autour de la valeur indiquée ici. Ok, donc on parle d'air autoréglable, parce que même si la pression varie un petit peu, ici, vous avez le débit qui varie très peu. Alors, là, ça se voit encore mieux. Si le delta P varie ici, là, le débit varie très peu. Voilà, je laisse un petit peu de temps à regarder parfois. Deuxième type d'entrée d'air, hygroréglable. Dans ce cas-là, l'extérieur est ici, l'intérieur est ici, et vous avez un petit volet ici, qui est piloté ici par une longueur de fil ici, qui est reliée à l'intérieur du logement. Ici, il y a une partie qui, si il y a un taux d'humidité élevé, qui va se gorger d'eau, ce qui fait que ça va tirer sur le petit fil qui est ici, et ça va relever ça vers le haut, pour laisser passer un débit d'air plus grand. On parle d'hygroréglable. Donc si l'air a trop d'humidité, donc il y a trop de monde, il faut renouveler l'air, automatiquement, l'entrée d'air s'ouvre et on aura un débit plus grand. Ça, c'est la théorie. Ça marche pas toujours super bien. Débit en mètres cubes par heure sous 10 pascal. Donc ici, on vous donne en fonction de l'humidité relative. Donc on va dire qu'un air sec, c'est autour de 30 degrés. Un air humide, c'est autour de 60-65. Et donc on a une caractéristique ici qui est croissante et qui va changer le débit de 5 jusqu'à 30. Ça permet en fait de rester sur du débit très faible s'il n'y a personne dans le logement et qu'on ne veut pas renouveler l'air pour ne pas dépenser l'énergie. On peut avoir donc des renouvellements d'air très faibles. Et quand les gens arrivent, il y a plus d'humidité et le renouvellement d'air se fait. Maintenant, on va parler des bouches d'extraction. Ces bouches d'extraction, elle est fixe, celle-là. Celle-là est réglable. Et vous avez ici moins 5, moins 10, moins 15, moins 20. Donc ça, c'est le... Alors, pour les bouches fixes, ok, c'est ici, il n'y a rien à dire. Pour les bouches réglables, vous avez un noyau réglable qui est ici, et on peut le faire tourner ici. Et si on représente ici comme ceci, voilà, vous pouvez faire tourner ça, et là vous avez un pas de vis, et la
la taille ici est indiquée à ce niveau-là. C'est le déplacement du noyau mobile. Sur ce graphique-là, on a le débit en mètres cubes qui est ici et la pression ici en pascal. Donc par exemple, si je prends la bouche de diamètre 160, que je prends une ouverture de moins 10, je suis sur cette caractéristique-là. Voilà. Donc si on a un débit, alors c'est le delta P hein, qui va jouer. Si on a un delta P entre l'extérieur et l'intérieur de 20 pascal, ici, on va se retrouver avec un débit ici, autour de 60 mètres cubes par heure. Si je prends une ouverture plus grande, ici, je reste sur cette courbe-là, enfin une ouverture plus petite, pardon, j'aurai un débit plus faible. Logique. Ok. Donc là, ici, il y a aussi le niveau de bruit qui est indiqué, 25, 30, 35 décibels. Donc c'est plutôt pour être utilisé à ce niveau-là, sur des plus gros delta P. Voilà, donc ça c'est niveau acoustique LP. Niveau acoustique, c'est important l'acoustique au niveau des machines thermiques dans un bâtiment. Il y a des réglementations. Au niveau des bouches d'extraction autoréglables, donc pareil que pour les entrées d'air, au niveau des bouches d'extraction, on a des choses qui peuvent être soit autoréglables, soit hygroréglables, avec le même principe de fonctionnement. Alors c'est un peu différent, ici c'est une membrane. S'il y a une faible dépression, la membrane laisse beaucoup d'air passer ici, beaucoup de place pour passer. Et s'il y a une forte dépression, eh ben, la membrane se gonfle, ce qui fait que vous avez une section qui a diminué. Et donc, avec une forte dépression, on pourrait croire que le débit va augmenter. Mais si la section diminue, le débit diminue, ce qui fait que le débit, finalement, reste stable. Voici une bouche de cuisine qui est avec une petite tirette, ce qui fait qu'on a deux vitesses. On retrouve la caractéristique débit-pression. Et vous avez, par exemple, une bouche 45-120 qui va être plutôt sur 45 ici et sur 120 lorsqu'on va tirer et qu'on va ouvrir ce volet ici supplémentaire. Et la plage ici sur laquelle la bouche est autoréglable, c'est environ 100 pascal, entre 50 et 150 pascal. Donc s'il y a une différence de pression entre 50 et 150 pascal, la bouche qui est là, ici, hop là, a un débit qui est relativement stable, qui n'est pas tout à fait à 120, comme indiqué sur la doc, mais qui est à ce niveau-là, légèrement au-dessus. Voilà donc les bouches avec volet automatique pour toutes, et puis deux ouvertures commandées par une ficelle pour avoir deux débits différents, pour avoir le petit débit et le grand débit pour une cuisine. Les bouches d'extraction hygroréglables, c'est la même chose que pour les entrées d'air. Les bouches hygroréglables comportent un détecteur réactif à l'humidité permettant une variation de débit en fonction de l'occupation. Construction, corps en matière plastique de couleur blanche, grille centrale démontable en plastique, diamètre de raccord etc. Je vous laisse lire. L'humidité relative ici, je vous disais entre 30 et 60, grosso modo, et vous avez différentes caractéristiques pour différentes bouches qui sont ici. Avec par exemple pour celle-là, un débit qui passe de 60 à 150 mètres cubes en fonction de l'humidité. Ensuite, tout ce qui est réseau, gaine, raccord, il faut savoir que les diamètres des gaines sont calibrés en fait sur ces valeurs-là. Ça, c'est des valeurs standards. Ensuite, vous avez des coudes avec un secteur ou pas. Là, le coude est brusque, donc il y aura plus de perte de charge. Là, un double coude. On peut aussi avoir des pièces pour augmenter ou réduire la section. On peut aussi avoir des dérivations et des jonctions, comme ceci. Donc ça, on appelle un T, d'ailleurs. Alors voilà ici un petit schéma avec ici une prise d'air, une batterie électrique ou d'eau chaude, donc quelque chose qui va chauffer l'air. Ici des clapets coupe-feu
Pour couper, vous avez ici quelque chose qui fonctionne à la température qui va peu obstruer la gaine. Et ensuite, vous avez ici le soufflage. Là, c'est la reprise. Et pareil, de l'autre côté, extraction, clapet, coupe-feu, piège à son ici, à ce niveau-là, pour absorber les sons s'il y a trop de bruit. Une manchette souple ici, pour éviter que les vibrations se propagent. Voilà. Autre organe aérolique. Autre exemple, je tiré de doc. Ici, c'est une centrale double flux. Donc ici, il y a récupération d'énergie. Contrairement à là, il n'y avait pas de récupération d'énergie. Alors, les organes d'équilibrage. On a des diaphragmes qui permettent de rajouter de la perte de charge en fermant ici une sorte d'iris réglable. Ou alors, on a un registre ici avec un angle. En fonction de l'angle, c'est plus ou moins fermé et il y aura plus ou moins de perte de charge. Et puis il y a des manchons de régulation qui marchent comme les bouches que je vous ai présentées tout à l'heure avec une membrane que l'on intercale dans la gaine qui est donc invisible et qui permet de savoir que sur telle gaine on aura environ le débit indiqué par le constructeur du manchon. MR, manchon de régulation. Des clapets anti-retour. Voilà, on a une charnière ici, donc ça passe dans ce sens-là. Ça passe dans ce sens-là, mais ça passe pas dans l'autre sens. Un clapet coupe-feu, ici on voit le clapet, qui va se fermer s'il y a une température trop haute. Et piège à son ici avec des baffles acoustiques, souvent c'est des isolants, qui absorbent. Ici, une illustration de VMC double flux avec échangeur. Là, pareil, ici, l'échangeur est ici. Voilà. J'en dis pas plus. J'ai déjà parlé de l'échangeur, donc je ne le redirai pas. Voilà, j'ai passé à la dernière partie qui est le dimensionnement et l'équilibrage. On va avoir un réseau, on va avoir des débits prévus et on va avoir des débits réels. S'ils ne sont pas égaux, ça veut dire qu'il y a un problème d'équilibrage. Quand on dimensionne un réseau, on part de la réponse. La réponse, c'est les débits à chaque bouche. Sur cette bouche-là, je veux 100 mètres cubes par heure, celle-là, je veux 50, etc. Et après, j'additionne les débits pour connaître le débit dans chaque branche, toutes les branches. Et après, on va choisir le diamètre. Et quand on a le débit et le diamètre, on va trouver la vitesse. Et si on a la vitesse, on aura alors les pertes de charge. Ça, on verra plus tard comment on calcule les pertes de charge. Si on a les pertes de charge, on peut trouver quelles sont les pertes de charge à compenser. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous pouvez avoir, pour aller de là à là, hop, ou si vous allez de là à là, tout ça. Tout ce que je dessine, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 circuits différents. Chaque circuit aura une perte de charge totale. Il faudra que ces pertes de charge soient similaires. Sinon, il faudra compenser les différences de perte de charge. Sinon, on n'aura pas les bons débits, les débits souhaités. Donc les débits dans chaque tronçon nous indiquent le débit du ventilateur. Voilà. Donc vraiment, on parle des débits souhaités. Voilà. Et l'équilibrage du réseau, ça consiste à assurer que le débit souhaité soit bien le débit qu'on aura sur chaque bouche. Donc la branche ou le circuit aérolique, c'est une suite de tronçons. Pour que le réseau soit équilibré, il faut que les pertes de charge de chaque branche soient égales. Donc une branche, alors attention, là. Donc ça c'est un tronçon, ça. Ça c'est un tronçon de là à là. Ça c'est un autre tronçon de là à là. Ça c'est un autre tronçon. Et si je prends ce tronçon et ce tronçon, ça me fait un circuit. Ou alors, on dit, ça fait une branche. Donc 1 plus 2 plus 3, ça c'est la première. Si j'appelle ça 4 et ça 5, on aura 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 qui est là le deuxième circuit. Si j'appelle ça 6, on aura 1 plus 2 plus... il n'y a pas 3 ici. 1 plus 2 plus 4 plus 5 et l'autre c'est 1 plus 2 plus 4 plus 6. 1 plus 2 plus 4 plus 6, etc. Il faut que chaque circuit ait la même perte de charge. Si le réseau n'est pas équilibré, alors les débits souhaités, qui étaient la base du calcul, ne seront pas obtenus dans la réalité.
Par exemple, sur le circuit 1, vous voulez avoir un niveau, vous avez calculé qu'il vous fallait tel niveau de pression sur le circuit 1 et tel niveau de pression sur le circuit 2. On verra plus tard comment on calcule, peu importe. Là, on reste sur la technologie, mais je vous explique pourquoi. Il faut rajouter de la perte de charge. Si la différence de pression, donc la différence de pression, la pression réelle sera forcément égale. Pourquoi? Parce que la différence de pression, c'est la différence de pression au bord du ventilateur, qui va induire la différence de pression au bord de la branche. Et tous les circuits auront la même delta P, en fait. Donc si au cours de notre calcul, à partir des débits souhaités, QV connus, on trouve des différences de pression, on trouve que ce n'est pas la même chose, on peut être sûr que le réseau n'est pas équilibré. Alors si la différence est faible, je ne sais pas, 10 pascal, 15 pascal, 20 pascal, pas très grave, au-delà, ça peut être grave. Donc le circuit 1 ici, il n'aura pas la pression souhaitée, donc il aura un débit trop faible, et le circuit 2, il aura une pression trop forte, donc il aura un débit trop élevé. Alors voilà un exemple à nouveau. Vous avez un caisson de soufflage ici, qui souffle ici dans les 4 bouches qui sont là. Là, on veut 120 mètres cubes, et là, on veut 120 mètres cubes. Et il se trouve que dans la réalité, si on fait les mesures, on n'a pas ce qu'il faut. On a 200 mètres cubes au lieu de 120, et là, on a 80 mètres cubes au lieu de 120. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un registre ici, et ici, pour pouvoir régler chaque départ ici. Et puis, on peut aussi rajouter un petit manchon de régulation ici, pour ajuster le débit correct. Donc, registre d'équilibrage. Donc, le registre d'équilibrage n'est utile que si le manchon de régulation, le module autoréglable, n'est pas suffisant. Le module autoréglable, il peut moduler sur une petite zone, mais pas sur une grosse zone. Et là, on aura bien, espérons-le, le débit souhaité dans la réalité. Donc voilà la notion d'équilibrage que vous retrouverez dans d'autres matières plus tard. Petite photo pour finir. Ici, une vanne tournante, donc un registre avec un servomoteur. Donc on peut asservir le registre qui est là. Et là, c'est les manchons de régulation dont je parlais. Quelques exemples de plans. Là, c'est un plan 3D. Un plan 3D ici. Et un autre plan 3D ici. Et le plan 2D. Même si on fait du 3D, on finit après par imprimer du 2D, évidemment. Des plans plus compliqués. Et donc, vous aurez l'occasion d'utiliser des logiciels de 3D comme Revit pour tracer des réseaux hydrauliques. Alors, la 3D permet d'éviter des collisions et de voir justement qu'il peut y avoir des problèmes. Alors que sur un plan 2D, quand vous avez ça, vous ne savez pas l'élévation de chaque gaine. On ne sait pas s'il y en a une qui passe au-dessus de l'autre. Alors, il faut l'indiquer, bien sûr, on peut l'indiquer. Mais en 3D, c'est plus visuel et vous avez des logiciels qui permettent de déterminer s'il y a des problèmes de collision. Voilà, pour finir, ici, un petit réseau ici sur un toit avec une pompe à chaleur, un climatiseur ici. Voilà, merci de votre écoute. À plus tard.